Je crois que je peux marquer ça. Donc, il est 17 heures. Ah, voilà, quelqu'un qui me rejoint. On va donc commencer notre deuxième e-conférence gratuite avec le sujet intervention sur les animaux en détresse. Donc, pour ceux qui nous aviez rejoints hier, vous avez déjà entendu le petit préambule, donc je vais juste me répéter au cas où nous avons des nouvelles personnes qui nous découvrent. Donc, ceci est une initiative pour nous faire découvrir un tout petit peu plus le monde animal, notamment les animaux en détresse. L'idée est de couvrir 3 axes. L'axe prévention santé. Donc, on a eu la première conférence hier qui traitait des premiers secours sur les chiens et les chats. Et aujourd'hui, nous avons Anne-Laure qui va nous parler de la faune sauvage, des animaux sauvages qu'on pourrait croiser. On va la présenter tout à l'heure. On aura l'axe légal dans lequel on espère avoir des avocats qui vont nous expliquer qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas, justement, quand on trouve un animal en détresse. Et finalement, le troisième axe qui sera l'axe associatif, qui sont finalement pour moi les personnes qui vont sur le terrain appliquer les 2 aspects qu'on aura vus, prévention santé et la loi, parce qu'ils doivent combiner ces 2 éléments. Donc voilà pour la petite présentation de l'initiative. Aujourd'hui, on a Anne-Laure Duguay qui est avec nous, qui travaille pour la Ligue de la protection des oiseaux, donc communément appelée la LPO. Elle est responsable du programme Médiation Faune Sauvage et elle va nous parler aujourd'hui de découverte d'un animal sauvage en détresse. Que faire? Donc, je te laisse la parole, Anne-Laure, pour pouvoir nous présenter un tout petit peu ce que fait la LPO. Oui, donc bonjour, merci d'être là. Effectivement, je travaille à la LPO, donc c'est la Ligue pour la protection des oiseaux. C'est une association qui a plus de 100 ans maintenant, puisqu'elle est née en 1912. Donc les objectifs de l'association ont grandement évolué depuis sa création, bien sûr. On est né avec parce qu'on a combattu la chasse contre le macaron moine, notamment en Bretagne, donc en France. Et puis, on a eu beaucoup de combats et au fur et à mesure du temps, bien sûr, quand on protège les oiseaux, on protège aussi leur environnement, leur habitat. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre objet social est beaucoup plus conséquent et on travaille aussi sur les mammifères et d'autres donc reptiles, même sur la botanique. Voilà, donc l'objet est beaucoup plus large. On est donc une association aujourd'hui, on a 57 000 adhérents, on a 8 000 bénévoles actifs et en fait sur le réseau, donc en France, il y a donc la LPO France et après vous pouvez entendre parler de d'autres LPO, notamment la LPO Auvergne-Rhône-Alpes qui est proche de la Suisse ou la LPO Alsace ou la LPO Bretagne parce que on a fait un choix de fonctionnement pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible sur le terrain. Ce sont des associations locales, donc on a une même éthique, on a des rassemblements qui nous permettent d'avancer sur des projets communs, mais on peut aussi répondre rapidement sur les problématiques régionales ou locales. Et donc on fait partie, alors donc on a, comme je vous parlais des objets, on a bien sûr la préservation des espèces, mais aussi donc des espaces. On gère des réserves naturelles. Et puis on a aussi un réseau de refuges LPO. Alors refuge LPO, on entend, c'est on accompagne en fait les particuliers, voire les collectivités à mettre leur terrain en refuge LPO. On les accompagne en fait à faire une gestion adaptée à l'accueil de la faune sauvage. Voilà, principalement. Et puis bien sûr, toute une partie éducation et sensibilisation. On touche environ 500 000 personnes chaque année lors d'animations ou de formations. Et puis on a toute une partie où on propose des produits adaptés donc sur une boutique en ligne et puis différentes revues et je passe aussi plein d'actions. On fait partie d'un réseau, donc au niveau mondial, puisqu'il est important d'agir au niveau local, comme je le disais tout à l'heure, pour répondre à certaines problématiques, au niveau national, mais aussi resituer tout ce concept de protection de la biodiversité au niveau mondial. Et donc, au niveau mondial, on fait partie du réseau qu'on appelle BirdLife, qui est présent dans 183
3 pays, je crois. Et donc en Suisse, c'est l'association pour la protection des oiseaux, l'ASPO, qui est donc le représentant BirdLife et qui agira sur certaines actions identiques à la LPO, mais sur les territoires sur le territoire national. C'est le cas également en Espagne. Vous avez la Société espagnole d'ornithologie, au Portugal, etc. Et on peut se regrouper, notamment au niveau européen, sur des projets communs, des projets LIFE, ou alors des sujets très, très pragmatiques, où certains pays avancent plus vite que d'autres. Donc, ça nous permet d'aller chercher la bonne expérience et pour ne pas refaire, en fait, repartir de zéro sur notre territoire. Ok, super, merci. Vous mentionnez justement tout à l'heure que vous étiez actif à différents niveaux, au niveau de la protection des animaux, mais aussi de l'environnement. Et c'est vrai que quand on est, voilà, qu'on peut se balader, qu'on va trouver un animal en détresse, des fois on pense avoir les bons gestes, mais j'imagine qu'on n'a pas toujours conscience effectivement de l'importance de l'environnement et de la démarche peut-être à suivre par rapport à l'environnement dans lequel on trouve cet animal. Est-ce que vous pourriez nous parler de quelques éléments clés, comme par exemple cette différence qu'on entend souvent dans le jargon des professionnels des animaux, qui est la faune sauvage et la faune de proximité, justement pour nous néophytes? Alors, globalement, la faune de proximité, on peut aussi l'assimiler à la faune sauvage. Il faut faire quand même une différence. C'est vrai que la faune sauvage, ce sont les animaux qui sont dans la nature. Donc, faune de proximité, certains peuvent considérer qu'effectivement, on va dire que le chat, le perroquet, les lapins, les ânes qu'on peut avoir chez soi peuvent être de la faune de proximité. Mais nous, ce qu'on entend par faune de proximité, c'est plutôt les passereaux, plutôt le hérisson, plutôt ce qu'on va voir dans son jardin ou ce qu'on va voir dans le milieu urbain proche de nous, mais qui reste de la faune sauvage. Donc, c'est vrai qu'on agit, c'est important de le dire. Hier, en plus, l'intervenant a vraiment parlé de faune domestique. La faune sauvage, c'est la faune qui n'appartient à personne, mais qui est bien sauvage, qui a sa place dans la nature et qui n'est pas censée être en contact avec l'homme. Parce que obligatoirement, il y aura des conséquences pour ces animaux. L'objectif, c'est vraiment qu'ils vivent seuls ou en groupe, bien sûr, selon les espèces, mais qui vivent dans la nature. Il y a aussi d'autres terminologies qu'on a souvent entendues, c'est justement les animaux captifs et non captifs. Est-ce que vous pourriez nous toucher un mot et peut-être après rebondir sur peut-être quelles sont les grandes différences en termes de comment on peut agir en fait? À quoi on doit faire attention lorsqu'on croise ces animaux-là? Alors, ça va en lien parce que effectivement, les oiseaux captifs, les animaux captifs, ce sont les animaux qu'on va rencontrer dans les parcs zoologiques, dans les zoos, où vous allez avoir effectivement des tigres, des oiseaux, des perroquets et tout autre lamantin, etc., mais qui sont vraiment en captivité dans des structures adaptées, avec des suivis adaptés, etc., mais qui finalement ne peuvent plus être relâchés dans la nature. Il peut y avoir des projets de conservation ou de reproduction, mais il y aura des procédures, des protocoles bien particuliers. Ces animaux-là sont voués à rester. On peut entendre certaines fois des gens qui disent il faudrait relâcher ou même actuellement en France, il y a de grosses discussions autour de la présence d'animaux dans les cirques. La présence d'animaux dans les cirques, ce sont des animaux captifs. Donc, même si demain les cirques fonctionnent sans animaux, de toute façon, il faudra penser à une retraite et à un placement de ces animaux-là qui ne pourront pas être relâchés dans la nature. Les animaux non captifs, alors là, on va en venir en lien avec ce dont on va parler ce soir. Les non captifs, ce sont des animaux qui sont sauvages à la base. Et nous, effectivement, on peut avoir des centres de soins spécialisés pour les animaux sauvages, dits non captifs, mais on va quand même les avoir d'une certaine façon captifs juste le temps qu'ils soient réhabilités. Mais les animaux non captifs n'ont pas le droit, d'un point de vue réglementaire, d'être chez soi. On n'a pas le droit même si un rapace, on le trouve très joli, la réglementation est très stricte. On n'a pas à le détenir, on n'a pas à le soigner, on n'a pas à le capturer, le tuer, etc., etc. Donc, le non captif est vraiment celui qui est dans la nature. Si on prenait maintenant l'exemple d'un animal qu'on risque effectivement de croiser, même que ce soit en ville ou peut-être si on va se balader en forêt et qu'on trouve par exemple un oiseau,
Je me souviens que lorsque nous avions discuté, vous avez mentionné quelque chose qui était très important, était l'âge de l'animal. C'est un critère très, enfin, déterminant en fonction de comment nous, on va pouvoir aider cet animal. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, ce qui est très important, c'est que naturellement, et heureusement d'ailleurs, beaucoup de personnes ont le geste de quand on aperçoit un animal, on se dit: «Il ne va pas bien, pourquoi il est là?» Ou «Je le trouve pas bien». Donc c'est souvent du ressenti qu'on peut avoir. La première chose qui est vraiment importante à s'assurer, c'est est-ce que l'animal est en détresse? C'est pas parce que vous allez le trouver dans un environnement que vous considérez pas le sien ou parce que vous allez voir par exemple un oiseau au sol, que obligatoirement cet animal est en détresse. C'est ce qu'on dit en détresse, en danger, alors il peut être en danger, mais pas forcément en détresse. C'est-à-dire, un animal qui est clairement en détresse, vous allez et qui peut être aussi d'ailleurs en danger, vous avez un hérisson, on va prendre l'exemple du hérisson sur un bord de route qui commence à vouloir traverser. C'est peut-être arrivé à certains d'entre vous. En l'occurrence, moi, ça m'est déjà arrivé, un hérisson, en fait, là, effectivement, il est réellement en détresse. Je l'ai décalé, enfin, il est réellement en danger. Je l'ai décalé sur le bas-côté pour qu'il aille sur un autre chemin, mais il n'était pas blessé et donc pas en détresse. Mhm. Là où il faut bien comprendre, sans que j'aille dans trop d'explications, c'est est-ce que cet animal nécessite d'être récupéré? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on a parlé de captifs et non captifs. Ce sont des animaux sauvages. Donc, à partir du moment où on va décider de les prendre, et parce qu'ils vont passer dans un centre de soins, un hôpital pour les animaux, on va les rendre dans un environnement, on va les mettre dans un environnement, même temporairement, qui est de la captivité. Donc, il va y avoir du stress qui va se générer. On sait très bien que dans les zones où il y a de la captivité, potentiellement, on peut avoir certaines pathologies qui vont se développer, donc dues au stress, mais aussi par la détention. Pour certains animaux, notamment aux pattes palmées, le fait qu'ils ne soient pas forcément dans leur environnement dans l'eau, on peut avoir des escarres qui vont se développer, etc. Donc, il faut vraiment s'assurer que l'animal il est blessé. Donc, c'est Mhm. quoi un animal en détresse? Est-ce qu'il a une blessure apparente? Est-ce qu'il saigne? Est-ce qu'il a une aile tombante? Donc ça, il y a des choses qui sont très, très visibles. Mhm. Par contre, c'est vrai que quand vous dites l'âge, il est important aussi de s'assurer, c'est pas parce qu'un jeune, justement, un jeune oiseau est au sol. Vous avez par exemple un exemple flagrant, c'est les merles, qui sont des oiseaux. Avant de savoir voler, en fait, on va dire qu'un certain nombre d'oiseaux vont s'émanciper. Donc, ce sont, on va dire, avant d'être adolescents, ils passent par des stades, donc de l'oisillon. Tout doucement, ils vont s'émanciper. Et certains ne savent pas voler avant, ils sortent du nid, en fait, avant de savoir Mhm. voler. Donc, on va les voir marcher. Où est-ce qu'ils peuvent être en danger? Bah, oui, s'il y a une route, oui, s'il y a un chat, s'il y a un chien ou s'il y a d'autres dangers. Mhm. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pas forcément récupérer l'animal. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si les soigneurs dans les centres de soins vont faire leur maximum, un animal auprès de ses parents aura toujours plus de chances de survie et sera du coup plus préparé à sa vie dans la nature. Mhm. Donc, il y a des méthodes. Ce que je vous propose, c'est juste un petit partage et je Volontiers. vous le transmettrai après. On pourra le mettre en ligne. Mhm. Avec plaisir. Hop. Alors, je vous partage hop, le temps de la technique. Donc là, c'est le site internet, je vous le remettrai, je vous le retransmettrai tout à l'heure. C'est le site internet de la LPO. En l'occurrence, je vous conseille, puisque je connais bien ce site internet, on y met un certain nombre d'informations. Donc là, c'est la page d'accueil. Mhm. Et donc, on explique effectivement quand on a trouvé un animal en détresse que je viens de vous expliquer, est-ce qu'il est réellement en détresse? Parce que c'est pas forcément, il n'est pas forcément abandonné par ses parents. En plus, Mhm. on a souvent, euh, quand on voit un jeune comme ça, on s'approche, on se dit bah mince, on regarde autour. Mais évidemment, les adultes, si on n'a pas, je dirais, l'oreille aiguisée ou l'habitude, en fait, on se dit bah non, il n'y a plus d'adultes, ils sont plus là. Mais c'est juste que les adultes se cachent en attendant que
que nous, on s'éloigne parce qu'ils Mhm. sont juste stressés de notre présence. Donc voilà, je vous montre le site internet parce que c'est des éléments que vous pouvez trouver et on accompagne en fonction des espèces que vous allez trouver. Et puis, je voulais vous montrer aussi, donc ça, vous devez le voir. Donc, ce qui est important aussi, c'est quand je vous dis au niveau de… Donc ça, ce sont des… Là, on a toujours la page internet. On Ah, a eu l'espace d'un instant une image où on dirait qu'il y avait un varicannel. ok. Alors, hop, nouveau partage. Je vais essayer comme ça. Hop. Donc là, c'est juste un document. Ça devrait être bon. Oui, c'est bon, on le voit. C'est juste un document que j'ai énormément grossi. Pareil, je pense que ça peut être intéressant de le mettre en ligne parce que finalement, c'est un document de 4 pages qui résume sur la question du ramassage des jeunes, où vraiment, alors on parle des jeunes oiseaux, mais aussi des jeunes mammifères. Et l'idée, c'est d'accompagner sur chaque espèce le replacement, parce qu'on a souvent des dangers, notamment le chat qui est aujourd'hui l'animal domestique le préféré, notamment en France, grandement devant le chat, mais je pense que c'est partout le cas. Donc, on est souvent obligé de protéger les oisillons. Alors, il y a des méthodes relativement simples. Donc là, je n'irai pas dans le détail de chaque espèce, mais je vous invite Mhm. vraiment, le jour où vous découvrez, où vous avez l'impression qu'un animal est en détresse, de prendre les renseignements pour. Et de toute façon, on mettra en ligne ce document qui pourra accompagner. Oui. En fonction des espèces, alors il y a des petites méthodes. L'idée, c'est de le mettre en hauteur. Alors, le système du carton fonctionne très, très bien avec un système de ficelles, comme on peut voir là sur la photo en petit. Le Mhm. carton, attention, parce que évidemment, s'il y a une grosse averse qui arrive, le carton va vite disparaître. Donc moi, j'avoue que je préfère autant la cagette. L'idée, c'est qu'en fait, vous preniez un élément qui soit plus grand que l'oiseau pour éviter qu'il saute par-dessus. Quand il pourra en partir, c'est qu'il sera mieux volé. Il n'y a pas besoin surtout de mettre de l'eau, de nourriture, jamais faire ça. Mhm. Et en fait, là, il est en hauteur. Alors, pour le préserver d'un chat, le chat, il a une bonne détente, donc il faut le mettre idéalement à 1,80 m, 2 mètres. Mais, et vous mettez l'oisillon et en fait, il va appeler ses parents et les parents vont continuer de venir le chercher. Après, il existe d'autres solutions. Donc, ça, c'est la caisse à chat qui est très pratique selon les espèces. Par exemple, pour les merles dont je vous parlais tout à l'heure, Mhm. vous n'êtes pas obligé de le mettre au sol, vous pouvez le mettre sur une table. En fait, vous mettez l'oisillon à l'intérieur, il va continuer d'appeler ses parents et ses parents viennent le nourrir de l'extérieur. Donc, sur notre site internet, on va vraiment plus dans le détail et vous pouvez voir aussi des vidéos de démonstration pour ces espèces-là. Donc, les pigeons, les tourterelles, on fait de la même façon. Mhm. Et puis, même si on bannit, alors là, j'arriverai après, c'est quand on arrive à un stade où effectivement l'animal a vraiment besoin d'aide, il ne pourra pas se débrouiller seul et devra aller en centre de soins. Je vous donnerai des conseils. Donc, on bannit notamment la, la cage parce que l'animal stresse et donc peut en fait se blesser plus dans une cage quand on le Mhm. transporte. Par contre, pour les passereaux, donc tout ce qui est les mésanges, les rouges-gorges, tous les petits oiseaux du jardin notamment, vous pouvez le mettre dans une cage comme ça. On peut garder ouvert et en fait, soit l'adulte va rentrer dedans, soit le jeune en sortira aussi Mhm. quand il sera prêt. Et puis pour les rapaces, donc tout ce qui est chouette, hibou, et donc notamment donc les chouettes, c'est régulier qu'on en trouve au sol. Dès le printemps, hein, c'est les premières nichées. C'est pareil, c'est exactement la même chose, le carton, la cagette et on les replace. Donc voilà, pour résumer en fait, c'était surtout ça que je voulais vous montrer. Mhm. Super. Il existe d'autres fiches, donc là je vous remontrerai éventuellement tout à l'heure. Je vais arrêter le partage pour qu'on se remette plus facilement. Donc, pour résumer la discussion qu'on vient d'avoir, c'est que naturellement, on va avoir un geste de se dire, il faut que j'agisse tout de suite, mais il faut un peu se reprendre, comme dans le secourisme pour les hommes, ne pas paniquer et se dire, est-ce qu'il est réellement en danger et du coup, comment j'agis au mieux. Mhm. Et si effectivement,
il y a une blessure, si effectivement on n'arrive pas, par exemple, à replacer l'animal, là, on peut effectivement contacter un centre de sauvegarde, un centre de soins. Je me souviens aussi, lors de notre discussion, je vous avais raconté l'anecdote d'un petit oiseau que j'avais trouvé sur la route qui venait de se faire shooter par une voiture. Et voilà, on reprend ce que vous disiez. Il était en danger, il était en détresse parce qu'il était, il était complètement assommé, il avait même un peu le crâne ouvert. Et c'est vrai que je vous avais raconté parler de ce premier réflexe qui était de le prendre. Je l'avais mis dans un carton, enfin, je l'avais isolé, mais je l'ai laissé prendre ses esprits. Et puis quelques heures, je lui avais donné à boire, et quelques heures après, il était parti. Mais effectivement, dans cette démarche-là, il y a, comme vous disiez, il y a des choses qui sont bien et des choses pas bien dans la démarche que j'ai eue de dire comment l'aider. Donc, typiquement, si on prenait cet exemple-là, qu'est-ce que j'aurais peut-être dû faire différemment? À partir du moment où il a une blessure à la tête, potentiellement, il peut avoir une infection derrière. Vous avez une vision apparente de la blessure, mais il peut y avoir une blessure interne. Je dirais que tout ce qui est choc et tout ce qui est choc routier, pour moi, ça mérite. Déjà, c'était énorme que l'animal s'en sorte parce qu'un choc routier, en général, est radical. Donc, je dirais qu'à partir du moment où vous voyez du sang, là, du sang ou une aile tombante, comme je disais, ou une patte abîmée, là, il aura potentiellement besoin de soins, besoin éventuellement d'une suture ou d'une attelle, d'une broche et d'une rééducation en centre de soins. Donc, quand je disais les étapes, vraiment, si vous voyez du sang, c'est important. Alors, par contre, après, sur les chocs, vous avez les chocs contre les vitres, et notamment la Suisse a été très avant-gardiste justement sur ce sujet-là et a beaucoup aidé les pays européens. Les oiseaux, ils ont une difficulté, soit ils ne voient pas la transparence des vitres, donc on peut avoir en fait certains mobiliers ou certaines vitres où l'oiseau va avoir l'impression de pouvoir traverser la vitre parce qu'il y a de la végétation derrière, ou alors vous avez l'effet miroir et l'oiseau, en fait, la végétation se reflète dans la vitre et donc l'oiseau a aussi l'impression qu'il va pouvoir passer. C'est une problématique qui paraît anecdotique, mais qui est énorme, surtout avec l'urbanisation et tous nos modèles d'utilisation du verre aujourd'hui. Et donc, dans ces situations-là, donc il existe des situations pour pallier en fait et corriger ces situations. Mais par exemple, un oiseau qui tape, il va y avoir plusieurs possibilités. Soit il va mourir sur le coup, donc là, de toute façon, il n'y a plus grand-chose à faire. Soit il va être assommé. Donc là, la réaction, par exemple, que vous avez eue, le récupérer, de le mettre dans une petite boîte si c'est chez soi, le laisser un petit peu au calme, 1 heure, pour voir s'il reprend ses esprits. Potentiellement, c'est un oiseau, il a pu juste être choqué et repartir. Ou alors, effectivement, il est vivant et il y a une blessure. Ou alors, au bout d'1 heure, vous allez voir qu'il a un problème, une tête baissée ou quelque chose. Et là, vous irez vers un centre de soins. Voilà. Justement, lorsqu'on parle des centres de soins, de votre expérience, quelles sont les raisons majeures pour lesquelles on accueille des animaux dans les centres de soins? Alors, les raisons majeures, il y a une partie qui reste quand même, une grande partie qui reste indéterminée. Parce que même si on arrive à faire le diagnostic, des fois, c'est compliqué de remonter jusqu'à la cause. Donc, il y a quand même une partie où on préfère pas flécher, on n'a pas assez d'éléments dans le diagnostic qui nous permet d'aller sur la cause. La cause principale reste quand même le ramassage des jeunes. C'est pour ça qu'on en parle grandement et que j'ai fait un bon déroulé là-dessus parce que les centres de soins accueillent de plus en plus d'animaux, quel que soit le pays. On pourrait toujours augmenter les capacités d'accueil. On aura encore plus d'animaux. Donc, il faut vraiment qu'on puisse accompagner les gens sur les gestes justement qu'ils peuvent faire simplement pour limiter ces accueils. Parce que plus il y a d'accueil, bien sûr, moins il y a de temps pour les soigneurs. Et certaines espèces demandent beaucoup de temps et des moyens. Donc après les causes, donc c'est ramassage jeune, mais aussi la prédation. La prédation, alors il y a la prédation par les animaux sauvages. Bon, ça reste très ponctuel. La prédation la plus importante, c'est celle du chat domestique.
Donc là, c'est pareil. De toute façon, un animal qui a été prédaté par un chat, en général, il y a une blessure et très souvent, il y a beaucoup, c'est à peu près 10 à 11% dans les centres de soins LPO, en sachant qu'on ne représente pas l'ensemble des centres de soins. On a la LPO, on gère 7 centres de soins et on a 2 unités mobiles de soins qui sont des SMIRMORC. Et en France, il y a à peu près 70 à 90 structures de soins plus ou moins grandes. Mais bon, je pense que c'est représentatif au niveau national, c'est à peu près 10% des entrées. Les collisions, on vient d'en parler. Les collisions avec alors, les éoliennes, avec les chocs routiers, c'est quand même près de 6%, 6 à 8% selon les années, les chocs routiers. Sans parler de la mortalité supplémentaire, puisque ce qui arrive dans les centres de soins en général reste des animaux qui ont été récupérés vivants. Donc ceux qui sont morts sur les côtés de la route ne rentrent pas dans ces chiffres que je viens de vous dire. Donc choc également avec des équipements urbains divers, potentiellement parfois avec le train, c'est plus rare, avec les éoliennes. Principalement tout ce qui est choc, baie vitrée, c'est plutôt et choc routier. Et puis, on peut avoir des pièges divers, des fois insoupçonnés, dans les causes, c'est-à-dire que dans certains endroits d'Europe, certaines, par exemple, chasses traditionnelles sont encore maintenues, et notamment la chasse à la matole et à la glu. Donc, on peut avoir des animaux qui ont été, alors soit de façon intentionnelle, soit de façon pas du tout calculé. Certaines personnes mettent des pièges pour d'autres espèces, pour des frelons, etc. Et puis on va retrouver des oiseaux, des petites mésanges qui sont complètement collés dessus. Donc on peut avoir les pièges, les animaux plombés, bien sûr, et aussi tout ce qui est pollution. Donc pollution maritime, les oiseaux mazoutés, les pollutions. Alors, par les déchets, c'est plus invisible. C'est pareil, ça c'est un diagnostic qu'on a du mal. On va avoir des éléments, mais on ne va pas pouvoir le flécher. Donc, je disais les pollutions. Et puis, principalement, c'est ça. Puis après, tout ce qui est maladie, puisqu'on a quand même des entrées sur les maladies, et que les centres de soins ont aussi un rôle de veille sanitaire. On fait partie de différents réseaux pour le suivi de certains certaines épizooties et certains virus, ou par exemple sur les chauves-souris, toutes les chauves-souris qui rentrent et notamment qui ne sortent pas vivantes, il y a des analyses qui sont faites sur la rage, etc. Voilà. On vient de parler justement des causes, en tout cas principales, des accueils en centre animalier, enfin de centre d'accueil, centre de soins, je vais y arriver. On a aussi un tout petit peu parlé de ces premiers gestes, de ces premiers réflexes, de se dire l'environnement, je ne vais pas tout de suite y aller, est-ce qu'il est en danger, est-ce qu'il est en détresse, quels sont potentiellement les premiers gestes, en tout cas pour essayer de protéger un tout petit peu l'animal par rapport aux dangers éventuels. Mais une fois qu'on a vu que l'animal est vraiment en danger, est vraiment en détresse, en fait, il y a multiples alternatives de qui on peut appeler. On peut appeler un vétérinaire, on peut appeler un centre de soins, on peut appeler un parc animalier potentiellement. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes pour qu'on sache un tout petit peu vers qui on devrait bien s'orienter? Oui, alors le plus facile, je vais vous partager deux, trois écrans juste après. C'est vrai que par rapport à ce qu'on a dit, les vétérinaires vont avoir cette sensibilité si un jour vous trouvez, si vous appelez. Certains vétérinaires vont connaître la démarche. Mais en général, les vétérinaires n'ont pas ni l'autorisation réglementaire d'accueillir la faune sauvage, parfois et souvent pas les moyens en termes d'équipement. Mais bien sûr vont avoir la fibre et vont pouvoir renseigner, en sachant que la faune sauvage est quand même très différente du chien, du chat, des vaches, etc. Et on travaille beaucoup avec la profession vétérinaire, et il y a même des écoles vétérinaires en France, par exemple l'école vétérinaire de Toulouse, de Maison-Alfort, donc sur Paris, et de Nantes, ont leur propre centre de soins. Donc la profession vétérinaire pourra potentiellement renseigner. Ce qui est important, c'est que la profession vétérinaire va avoir, pour ceux qui connaissent un petit peu moins, va plutôt avoir un regard de sauver l'animal, même si on doit amputer l'oiseau.
Par contre, dans les centres de soins, il faut absolument qu'on ait un regard. Ça reste des animaux sauvages, donc on va les relâcher dans la nature. Donc, on fait du soin qui est adapté au relâché dans la nature. Mais les vétérinaires sont très compétents. Si vous appelez un parc zoologique, c'est pareil, hein, ce sont toutes les structures, on n'a pas connaissance de tout le monde, mais on connaît comment fonctionnent les réseaux. Donc, normalement, on peut renseigner. Un parc zoologique ne va pas accueillir la faune sauvage, tout simplement pour des risques de… On a parlé de faune captive et non captive. La faune non captive peut amener des maladies à la faune captive et vice-versa. Donc, en fait, d'un point de vue sanitaire et réglementaire, on ne peut pas mélanger. Et depuis les épisodes de la grippe aviaire en 2006, il y avait certains parcs zoologiques qui avaient des accueils temporaires d'animaux sauvages. La plupart se sont désengagés pour sécuriser en fait les animaux captifs qu'ils avaient dans leur structure. Il n'empêche qu'aujourd'hui, de plus en plus de zoos commencent à mettre en place des petites quarantaines pour pouvoir accueillir justement ces animaux temporairement avant de les envoyer vers un centre de soins. Alors tout à l'heure, vous avez dit, ça mérite, je trouve, vous allez dire, bah, je sais, je les appelle. Alors moi, j'appelle de temps en temps centre de sauvegarde, centre de soins, les hôpitaux. En fait, c'est la même chose. Les vétérinaires vont parler de centres de réhabilitation. La Belgique parle beaucoup de centres de réhabilitation aussi. En Suisse également. Peu importe l'intitulé, ce sont des hôpitaux pour les animaux. Quand on dit centre de soins, centre de sauvegarde, c'est qu'en fait, dans le centre de soins, on y fait du soin, mais on fait autre chose aussi, puisqu'on va travailler, je le disais tout à l'heure, sur l'aspect sanitaire. Donc, c'est plus globalement sur la population. Quand on parle centre de soins, on fait du soin sur un individu, mais il y a aussi un travail de fait au regard de la population entière. Donc, du coup, il faut espérer que n'importe quelle structure qu'on contacte pourra avoir les renseignements. Moi, ce que je conseille, c'est quand même de contacter la structure, une association proche de vous pourra vous renseigner, mais je vous partage l'écran. Donc là, hop, je repartage. J'espère que techniquement, je vais être plus rapide. Hop, je pense que je vous le partage. Donc sur le… Est-ce que c'est bon? Oui, c'est tout bon. Oui. Donc toujours sur le site internet de la LPO. Donc bien sûr, on présente les différents centres. En fait, quand les gens viennent se renseigner sur secourir un animal, quand ils vont avoir besoin, on va présenter les centres. Donc là, on est sur la France. Et puis, il faut savoir que, comme je vous disais tout à l'heure, en France, on a à peu près 70 à 90 centres de soins. Et depuis quelques temps, donc on renvoie sur les autres régions, contacter un centre référencé faune sauvage. Et il existe en fait le réseau des centres de soins de la faune sauvage qui regroupe donc là un certain nombre de centres, et c'est surtout qu'on a un annuaire pour trouver notamment, donc là pour la France, mais je vais vous parler après de l'Europe, pour trouver le centre de soins habilité, compétent. Donc, quand je dis habilité, c'est qu'il a les autorisations, il a aussi les équipements, parce que vous voyez, entre les reptiles, comme on voyait tout à l'heure, ou un rapace, bah, bien sûr, les équipements de réhabilitation, les salles de soins peuvent être identiques, mais pour un rapace, il va nous falloir des volières plus ou moins grandes en fonction de l'espèce. Donc, on peut avoir des volières de 12 mètres, de 16 mètres, de 50 mètres, etc. On peut avoir des tunnels, on peut avoir des volières circulaires. Donc là, ce que je conseille, c'est vraiment d'aller chercher le centre le plus proche de chez soi. Et puis, on a une structure au niveau européen. Donc ça, on mettra les liens sur la conférence qui s'appelle WRU, pardon, qui référence en fait les structures de soins au niveau plus large. Donc là, j'avais fait un zoom en l'occurrence sur la Suisse, mais on peut aller, je peux dézoomer. Hop. Ah, ça, c'est super. Donc, c'est une structure, donc là, voilà, et on zoome. Donc, c'est une structure associative aussi, qui a un réseau qui veut vraiment développer le partage au niveau européen. Donc, c'est vrai qu'on travaille déjà avec des pays limitrophes, mais où qu'on soit, on peut être sollicité. Donc là, sont référencés vraiment les gens compétents. Donc, c'est pour ça que si je faisais, par exemple, un zoom, et vous allez trouver…
bah, voilà, Oui, d'accord. une structure adaptée. Donc, je mettrai ces liens-là Volontiers. parce que c'est vrai que c'est important et c'est ces structures-là qui pourront accompagner. Après, ce qui est important, c'est la démarche. Donc, j'arrête le partage. Vous avez trouvé donc l'animal. Après, c'est très simple. Quel que soit l'animal, vous prenez un carton. Vous perforez avec un crayon, peu importe, hein, ça suffit. Idéalement, avant de mettre l'animal, pour ne pas le stresser encore plus, vous mettez du papier journal dans le fond parce que ça absorbe de la fiente, ça absorbe de tout. Pas d'eau, pas de nourriture. Et vous mettez l'animal dedans. Vous refermez, vous le laissez au calme. Et là, vous appelez le centre de soins. Le laisser au calme, c'est que même si on a envie, faut éviter de le montrer à toute la famille et il vaut mieux le mettre dans une pièce tempérée. C'est pas toujours évident, mais à 18-20 degrés, c'est l'idéal. Il faut quand même faire attention à soi. Même si un animal est complètement affaibli, ça reste un animal sauvage. On a des oiseaux qui peuvent faire 1,80 m ou 2,20 m d'envergure. Bon, si on ne se sent pas capable non plus. Alors, on demande souvent, parce qu'on n'a pas les moyens d'aller récupérer l'animal qui peut avoir bougé entre-temps, entre le moment de la signalisation et le moment où on va sur place. Donc, on demande en fait aux découvreurs de nous aider en capturant l'animal. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est donc effectivement, il y a des becs. Il y a des becs qui peuvent être des poignards. Vous avez les rapaces, ils vont tourner leur tête très rapidement. Ils ont des serres, donc ça peut faire mal si, voilà, si on accroche. Donc l'idéal, si vous voyez que l'animal bouge encore, c'est de mettre un tissu, même si vous avez un t-shirt ou vous mettez un tissu sur l'animal dans le noir, comme ça il va déjà se calmer. Pour les oiseaux, vous l'attrapez juste sur le côté pour plaquer les deux ailes sur le côté et vous le mettez dans la caisse et vous fermez le carton. Cherchez pas à essayer de diagnostiquer est-ce que c'est l'aile, comment elle est, etc. À partir du moment où vous avez identifié qu'il y a une souffrance et que c'est nécessaire de le transférer, voilà. On l'a mis en sécurité, entre guillemets, au calme, et on appelle les professionnels pour qu'ils viennent justement secourir l'animal et apporter les soins nécessaires, comme on disait tout à l'heure. Avant qu'on puisse passer aux questions au cas où il y en aurait, moi j'ai une question justement qui a plusieurs parties, si je peux dire. Dans les gens qui nous écoutent aujourd'hui ou qui vont peut-être voir la vidéo après, il y a peut-être des gens qui veulent soit faire du bénévolat, donc s'impliquer davantage dans les actions, que ce soit auprès de la LPO ou d'autres établissements on va dire, qui sont actifs dans le même esprit. Ça, c'est la première question. Peut-être qu'est-ce qu'on peut faire au sein de la LPO si on a envie de s'impliquer davantage. Et la deuxième partie de la question, c'est quid si on a peut-être envie, pas juste de faire du bénévolat, mais en faire sa profession. Est-ce que vous pouvez peut-être un tout petit peu nous donner quelques pistes qu'on mettra peut-être après des liens sous la vidéo quand on Oui, partagera? complètement. Alors, en sachant que pour la partie soins aux animaux sauvages, l'un rejoint presque l'autre à un moment. Alors, pour faire du bénévolat, je dirais qu'à la LPO, vous pouvez vous inscrire sur le site internet ou le mieux, contacter la structure locale que vous trouvez aussi sur le site, la plus proche de chez vous. Ce qui est important de savoir quand on veut faire du bénévolat, c'est que dans une association, donc là je parle pour la LPO, mais c'est aussi rejoindre l'association dynamique qui est proche de chez soi, parce que quelle que soit la taille de la structure, il y a toujours besoin d'aide et il y a toujours des missions bénévoles à faire. Après, ce qui est important quand on arrive dans une structure, c'est de savoir exactement qu'est-ce qu'on a envie de faire. Parce que si je donne un exemple, ce n'est pas parce qu'on est avocat dans la vie qu'on va vouloir agir bénévolement sur cette mission-là. Peut-être qu'on va vouloir faire du bricolage et construire des nichoirs pour les animations avec les enfants ou avec les adultes par la suite. Donc déjà, c'est de savoir soi. Donc je pense que c'est important de rencontrer. Puis quand on fait du bénévolat, il faut rencontrer les gens, la structure qui est proche de soi pour savoir si on s'y plaît. Pour les centres de soins, c'est pareil. Il faut contacter le centre de soins le plus proche de chez soi. Dans un centre de soins, ce sont des mini-structures. Donc, même si ça peut être attaché à une plus grosse association, que vous pouvez avoir une association qui a plusieurs centres de soins. Alors, je parle d'associations, mais certains centres ne sont pas
gérés par des associations. Globalement, on va dire que 80%, 95% le sont, mais on peut avoir des structures qui sont rattachées, comme je le disais, à des écoles vétérinaires ou Mhm. certaines fois à des collectivités. C'est très, très rare, mais on a quelques cas en France. Donc moi, je dirais qu'il faut contacter cette structure de soins parce que dans un centre de soins, bah, on parle beaucoup, j'ai dû le dire je ne sais combien de fois ce mot soin, mais on n'y fait pas que du soin. Quand bah, il y a toute la partie nettoyage, préparation de la nourriture, parce que bah, il y a toujours une volière à réparer, parce que pour les animaux qui demandent des bassins en eau, bah, on a besoin de, voilà, de travailler. Des fois, on a un problème sur la filtration, donc on a des choses à faire. On peut avoir de plus en plus, sur la plus belle étape pour les animaux, c'est le relâcher. On relâche à peu près un animal sur deux qu'on a pu soigner. Et en tant que bénévole, moi j'ai commencé comme bénévole, donc je peux en parler. C'est un des moments, on peut être sensible ou pas. En l'occurrence, peut-être que je suis sensible, mais c'est vraiment un événement. En tout cas, j'invite tout le monde à avoir un jour cette possibilité de voir ces animaux repartir. On a passé des heures et on les voit, paf. Et tout ça pour dire que de plus en plus, on a aussi des sites de relâchés qui ne sont pas forcément sur le centre de soins. Donc, par exemple, les hérissons, on va avoir des endroits où on appelle ça, c'est la méthode de relâcher au taquet. Donc, on a besoin des fois de préparer des box, donc des bricoleurs, des gens qui aiment la plomberie, mais on va faire aussi de l'administratif. Donc, chacun peut y trouver si on a. Et puis, au fur et à mesure du temps, quand on progresse, on ne fait pas du soin tout de suite. On ne va pas manipuler Mhm. un oiseau dès qu'on arrive dans un centre de soins. Bien sûr. Et on peut se libérer soit sur une partie, ce qu'on appelle plus éco-volontaire, plusieurs semaines, soit on a besoin de personnes. Ben, moi, je peux me rendre disponible tous les mardis ou tous les samedis. Donc, vraiment, j'invite à rejoindre le centre de soins et l'association proche parce que c'est important. C'est vraiment important. Et puis après, le lien, bah, si on veut en faire son métier, je disais que ça se rejoint parce qu'il n'existe pas de formation pour devenir soigneur dans un centre de soins. Enfin, il n'existe pas de formation pour être soigneur dans une structure pour les animaux non captifs. Voilà. Ouais. Pour y travailler, c'est l'expérience qui va jouer. Donc, l'expérience en Europe, on a des très beaux centres de soins, donc il y a des gens qui ont navigué. Ce qui n'empêche que donc l'expérience est importante et parce que c'est un réseau, on rencontre et puis on va aller dans un centre de soins, il va avoir une spécificité plutôt sur la loutre, l'autre il va être plutôt sur le grand-duc, l'autre il va être plus sur par exemple, nous, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la chouette chevêche, c'est voilà, c'est une espèce qui rentre régulièrement. Donc, on va avoir cette expérience. Il n'empêche qu'après, la formation quand même initiale, la plus cohérente, c'est soigneur animalier. Donc là, il existe différentes formations sans faire la promotion. Et donc, où vous allez avoir, les gens vont avoir un cursus. Donc, soigneur animalier, c'est souvent rattaché au parc zoologique. Mais après, les gens peuvent avoir une envie de justement de se détacher de la captivité et de rejoindre via des stages, etc. Mais la formation initiale, finalement, reste la même. Mhm. Reste la même. Voilà. Super, merci beaucoup Anne-Laure. À moins que vous ayez peut-être quelque chose encore à dire, je propose qu'on passe au moment des questions. Ah bah voilà, on a une petite question et pour moi j'en aurai aussi une après. Donc voilà, la question de néophyte, comment s'y prendre pour manipuler ou déplacer un hérisson sans se blesser, sans le blesser et nous blesser? Alors, le mieux, comme je disais tout à l'heure, c'est alors par le dessus. Alors, pour pas se blesser, c'est vrai que les piquants, c'est pas très agréable. Et puis, je dirais que le hérisson, il est sauvage, donc il peut avoir des tiques et des puces, alors qui ne vont pas s'installer sur vous, ni sur le chien, ni sur le chat, parce que ce ne sont pas les mêmes, les mêmes. Éventuellement, ça peut piquer. Et puis, ça reste des animaux sauvages, donc soit les gants, nous on manipule avec des gants, mais le mieux, quand je vous disais l'expérience que j'avais eue, moi j'avais une petite serviette ou un chiffon qui était dans ma voiture, en fait, c'est de le mettre. Vous prenez juste, il a tendance à se mettre en boule, le hérisson, en fait. Donc, vous le prenez sans trop serrer et vous le déplacez. Il faut souvent faire attention sur certains animaux, certains mammifères, vous allez avoir une queue ou vous allez avoir un museau. En fait, il faut éviter de les prendre par les extrémités, par la queue par exemple, parce que vous pourriez bah, tout simplement la casser ou provoquer quelque chose. Donc pour le hérisson, comme pour les oiseaux, en fait, vraiment, vous le prenez tranquillement. Alors, il vaut mieux
tendre ses bras. Le Mhm. hérisson ne va pas vous mordre, mais globalement, pour tous les, je vous disais les oiseaux tout à l'heure, on peut avoir des goélands, par exemple, qui sont très dynamiques aussi. Donc, si vous avez tendance à vous éloigner, la plupart des animaux ne sont pas trop lourds, bah, vous aurez une sécurité parce qu'à la limite, une blessure, bon, c'est pas très agréable, mais un coup dans les yeux, voilà, ça reste fragile. Mhm. Donc, très simplement, un tissu, quel que soit le tissu, on le prend sans trop serrer et on l'éloigne en fonction de la taille. Justement, sur le tissu, des fois, on voit des images justement de sauvetage. Et là, autant par rapport à la faune sauvage qu'un peu de faune domestique. Et ce qu'on voit souvent, c'est qu'avec le tissu ou un linge, il leur cache le visuel. Est-ce que c'est justement pour déstresser l'animal ou pour qu'il ne stresse pas à la vue de l'humain? Bah, il y a deux choses, c'est quand vous lui mettez un tissu, effectivement, si vous lui mettez sur la tête, notamment, enfin moi je disais tout le corps, comme ça protège, bah, l'animal va se retrouver dans le noir. Donc déjà, bah, vous allez avoir cette sécurité, il ne va pas vous voir. Et puis, il va se calmer en fait. Systématiquement, il se calme et puis il va pas pouvoir se débattre dans le sens où bah, vous avez déjà posé le tissu dessus et vous allez pouvoir l'attraper. C'est quand même le plus facile parce que pour attraper avec des épuisettes ou c'est quand même très compliqué. Mhm. Il y a des espèces après où c'est vrai que, alors, je vous transmettrai aussi, je vais peut-être pas repartager forcément, on a un autre document qui me semblait intéressant, c'est en fonction des espèces. Si on a 2 petites secondes, ça vaut peut-être le coup. Partager, hop, Pendant que vous cherchez, je dis aux personnes, n'hésitez pas à poser des questions. On a la chance d'avoir une experte avec nous, ça n'arrive pas tous les jours. hop. Donc on a aussi ce document. Je vous en mettrai pas trop hein, parce qu'on peut se noyer dans les documents et c'est parfois le souci. Mais sur le site internet, vous allez tout retrouver. Comment manipuler en fait. C'est vrai que je ne sais pas si vous voyez bien du coup, si j'agrandis les images. Là, en tout cas, on voit la page en entier. Donc, on voit Oui, les images, mais un peu, en tout petit. on voit quand même Alors, ce qui arrive, hein, quand on parlait de manipulation tout à l'heure, je vais enlever ça, ça ne sert à rien. C'est vrai que globalement, je vous parlais du goéland. Voilà la manipulation idéale parce que vous avez le bras tendu et il est éloigné. Après, c'est vrai que sur certains passereaux, les petits, vous pouvez les maintenir de cette façon-là. En l'occurrence, il n'y a pas de gants ici, mais vous pouvez les tenir dans le creux de la main. Quand vous êtes sur un rapace, donc moi, ça ne change rien à ce que j'ai dit hein, tout à l'heure sur si vous mettez, parce que là, c'est des manipulations, notamment avec du gant et l'animal n'est pas sous un tissu. Moi, je préfère le tissu pour quand on a Mhm. moins l'habitude. Mais globalement, les rapaces, en fait, on les tient, moi, ce que j'appelle, c'est en méthode bouquet de fleurs. L'idéal, c'est de pouvoir maintenir les pattes, voire les ailes. Bon, après, le grand-duc, ça commence à être assez gros. Comme ça, vous évitez la situation des griffes. Mhm. Voilà. Et puis après, vous avez donc la cigogne, tout ce qui est chassier, où là, on maintient le bec pour éviter un petit coup de poignard. Et on a tendance à le prendre effectivement sous le bras, un peu comme un paquet cadeau ou un sac, et on maintient les pattes. Et puis, vous avez des espèces où c'est très rare, mais c'est le cormoran et le fou de bassan. Alors, on déconseille toujours, on peut prendre le bec comme on voit sur la cigogne, mais jamais scotché. Ça, c'est important que je vous le dise, parce que certaines fois, il y a des personnes qui nous ont appelé en disant bah, il a l'air assez faible, et puis quelques temps après, on nous dit bah, il est mort. Et en fait, le fou de bassan que vous voyez là, ils ont des narines internes pour pouvoir plonger. Ce sont des oiseaux marins, c'est le plus grand de nos oiseaux d'Europe. Et évidemment, si vous lui scotchez le bec, vous serez en sécurité, mais en fait, l'oiseau va s'étouffer en quelques minutes. Voilà. Donc, mais globalement, c'est pour ça qu'il peut y avoir espèce par espèce. Là, l'idée aujourd'hui, c'était de vous dire globalement, sans faire trop peur, garder l'idée du tissu, Mhm. de le mettre dans le noir, de faire attention à vous, de le mettre dans un carton, de perforer le carton avant. Voilà. Le dernier exemple qu'on vient de voir, c'est justement, on va dire, un oiseau marin. On a parlé un tout petit peu de comment sécuriser plutôt, on va dire, les animaux terrestres, euh, le temps d'appeler des professionnels. Si on en trouve, par exemple, lorsqu'on est à la plage,
Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on risque peut-être pas d'avoir un carton avec nous, quelque chose pour, en tout cas, essayer de l'isoler, de protéger à ce moment-là. Est-ce que vous avez un conseil? Il va être à peu près identique. L'idéal, c'est de pouvoir le récupérer parce que d'autant plus un oiseau marin, en fait, avec les marées, par exemple, un oiseau mazouté va pouvoir repartir plus ou moins avec la marée montante, descendante en fonction évidemment, de la mer où on se trouve. Mais ce sera impossible notamment pour un individu, quand on identifie juste un individu en difficulté, pour un centre de soins ou pour une association qui peut aider un centre de soins aussi sur le transport et la collecte, d'aller, parce que très souvent l'animal il est parti. Donc on demande si possible. Alors on n'a pas toujours le carton, mais peut-être qu'on a une caisse dans la voiture ou quelque chose sur les zones où il peut y avoir des sauveteurs, donc il peut y avoir des équipements. Mais on demande aux gens effectivement de récupérer l'animal. Si on ne s'en sent pas capable, le fou de bassin, il fait 1,80 m d'envergure. Moi, je sais que j'ai tendance à bien lui montrer que je suis bien plus grande que lui, etc. Et puis, on le prend aussi au système de pince, parce que au niveau des 2 ailes, pour le bloquer, et avec le bec pour pouvoir l'intégrer. Si on ne se sent pas capable, même si on a envie d'agir correctement, on peut le signaler, effectivement, mais n'agissez pas, n'allez pas à l'encontre de, si vraiment vous êtes en panique, ne Ne pas se forcer à agir ne et pas se forcer, et c'est pas pour autant que vous serez quelqu'un, on vous en voudra pas. Il y a certaines espèces, c'est plus compliqué. Vous pouvez avoir des oiseaux marins qui sont les guillemots de Troïl ou les pingouins tordas. Ce sont des plus petits oiseaux. Bon, ça va piquer. C'est pareil, c'est toujours de se protéger. Vous pouvez essayer de le maintenir à la main le temps d'aller jusqu'à un endroit où vous allez trouver un carton. Mais c'est pareil. Encore une fois, si vous ne vous sentez pas capable, et aussi, je dirais, on n'agit pas, par exemple, des signes qui sont sur une route très fréquentée, un oiseau qui est coincé à 4 ou 5 mètres de hauteur, on n'agit pas. On ne met pas l'humain en péril pour aller chercher l'individu. Les pompiers sur le territoire de la France, les pompiers sont là pour aider dans des situations très complexes comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait un suraccident dû à un animal. On a une autre question. Quelles sont les erreurs communes ou gestes qu'il faut éviter, comme l'exemple du scotch sur les becs que vous avez mentionné? Oui. Alors, les exemples, c'est de ne pas garder, je dirais plus globalement, il y a deux choses. Même si on a envie, même si on voit plein de choses sur Internet, ne pas garder l'individu chez soi. Parce qu'on va le mettre on peut le garder par exemple plusieurs jours en carton ou dans une cage. Le plumage va s'abîmer et parfois il faut attendre une mue et ça devient très compliqué. Et en fait, les oiseaux ne sont pas forcément relâchables parce que abîmés, alors qu'on voulait bien faire. Pas de nourrir, voilà les erreurs, parce qu'on va voir par exemple, systématiquement pour certaines espèces, les martinets noirs, on va pouvoir voir, ah bah oui, vous le nourrissez avec de la croquette à chat, etc. Et très souvent, c'est un produit qu'on peut utiliser, du steak haché ou de la croquette à chat, mais si on l'utilise une journée, si on le fait sur du long terme et qu'on n'a pas la nourriture adaptée, les animaux vont avoir des carences, ils vont avoir des fragilités, donc on les voue à un relâché qui potentiellement sera un échec et finalement une souffrance supplémentaire pour eux. Donc je dirais que globalement, c'est ça. Si on n'est pas sûr, déjà on ne fait pas, donc pas de nourrissage, pas d'eau. Potentiellement, il y a des gens qui vont le faire parce que les centres de soins vont avoir dit, ah oui, là, avant de le transporter, ou cette espèce-là, vous pouvez faire ça. Mais c'est vraiment de prendre conseil et de ne pas s'aventurer sur Internet, notamment aller chercher de l'information et vraiment d'être en contact avec un centre de soins. Super. À moins qu'il y ait une autre question, moi j'en ai une. On a vécu une période, on est encore un peu particulière avec ce Covid-19. Donc, beaucoup de personnes disent effectivement ça a impacté l'humain, mais ça a notamment beaucoup impacté la faune et les animaux de manière générale. De votre expérience et du vécu que vous avez eu ces derniers mois, est-ce que vous pouvez un tout petit peu nous parler de l'impact? Qu'est-ce que vous avez vécu peut-être au niveau LPO et aussi de ce que vous avez vu au niveau de l'impact sur l'animal?
Alors, au niveau LPO, et bon, je parlerai LPO parce que je n'oserais pas parler pour d'autres structures, mais globalement, on a vu des très belles images et des vidéos partout dans le monde, des dauphins qui revenaient dans les ports parce que il n'y avait pas de mouvement dans les ports, des espèces d'oiseaux qu'on a effectivement entendus, vus. Alors, on peut se dire c'est parce que déjà on était peut-être plus chez soi, donc on était plus à l'écoute. Donc, je pense que une chose vraiment, c'est que pendant toute cette période de confinement, la faune sauvage a été tranquille, donc a repris de l'aisance, et on a eu très peu de chocs routiers. On parlait tout à l'heure de cette cause d'accueil dans les centres de soins. Évidemment, moins de véhicules, moins de mouvements, donc moins d'entrées. Et heureusement, parce que nos centres de soins, et on a invité tous les gens, on n'avait pas de passe-droit pour transporter les animaux blessés. Donc les centres de soins étaient fermés, même s'il y avait des visites, puisqu'il y avait quand même des animaux qui étaient déjà en soins et il fallait continuer de les soigner. Donc globalement, en fait, la faune a énormément apprécié et on a certaines espèces qui ont niché très facilement. On a un exemple où on a alerté au moment du déconfinement, qui est le gravelot à collier, qui niche en fait à même le sol sur les plages. Et en fait, on avait des nichés. Du coup, on était très inquiets parce que voilà, les oiseaux avaient pris leur aisance et puis les gens avaient envie tout de suite d'aller à la plage et de crapahuter. Donc, on a réussi à délimiter, à alerter avec l'OFB pour signaler attention ici niché. Donc voilà, ça a été un beau moment de répit. De là à voir s'il y a un impact sur du long terme, on a tendance à dire qu'il faudra un peu plus de recul, mais que finalement, dès que la vie a repris pour nous, les humains, et on le voit bien aussi dans notre quotidien, en fait, tout est reparti. Et on le voit dans les entrées dans les centres de soins. Et bien sûr, on a eu un pic aussi dans les entrées dans les centres de soins parce qu'on a des gens qui avaient conservé des animaux. Et là, on était dans une situation tellement particulière et du coup, qui ont amené les animaux sur cette période post-Covid. Donc, un beau temps de répit, des belles images, mais sur du long terme, pas forcément de conséquences. Ok. Bon, je vois qu'il n'y a pas de nouvelles questions. En tout cas, moi, je tenais encore à vous remercier, Anne-Laure, de votre disponibilité, d'avoir répondu présente sur cette initiative, de nous avoir partagé avec autant de passion et de générosité toutes ces informations-là. Est-ce que vous aurez un petit mot de la fin, peut-être? Eh bien, oui, peut-être. Alors déjà, moi aussi, c'était très appréciable et Euh, c'est toujours agréable d'échanger et puis de faire découvrir. Je dirais peut-être partager juste deux, trois photos. Euh, Est-ce que je peux? Oui, on voit l'écran. Voilà. Alors, c'est une photo. Je voulais en basculer une autre, donc je ne suis pas sûre d'avoir fait la bonne manip. Je vais juste faire une qui... Hop. Voilà, le mot de la fin sur une autre, en fait, c'est le moment du relâcher. Donc, quelle que soit l'espèce, c'est un joli moment, voilà, de rendre la liberté à ces animaux. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, j'avais envie de ce mot de la fin. Magnifique, c'est un très très beau mot de la fin, effectivement, qu'il puisse être en liberté. Bah, je vous remercie beaucoup, Anne-Laure. Je pense qu'on arrive à la fin. Je vais peut-être vous inviter éventuellement juste à couper l'écran le temps qu'on puisse se dire au Ah revoir. oui, pardon. Non, aucun souci. Et comme on disait, ceci est une initiative en fait pour amener de la connaissance un tout petit peu par rapport à l'animal de manière générale. Donc, d'autres conférences suivront. On est en discussion, voilà, avec des avocats, avec d'autres intervenants. Donc, ça suivra. En tout cas, en ce qui concerne cette conférence, on mettra sur l'événement Facebook des liens pour les documents que vous avez partagés, les différentes sources d'informations, etc. Pas forcément aujourd'hui, mais voilà, dans les jours qui vont suivre, on va mettre quelques informations à disposition pour les personnes. Avant qu'on se quitte, je vais juste mettre un petit sondage. Je vais juste le lancer, qu'on sache éventuellement quel est l'avis des personnes qui ont pu suivre. On le mettra aussi sur la page de l'événement Facebook. L'idée étant d'avoir un retour, mais aussi de savoir s'il y a d'autres thématiques qui peuvent intéresser les gens, notamment que ce soit par rapport à la faune sauvage, la faune domestique, de proximité, etc.
Donc, on va laisser juste une petite minute et on va clore après ça. Je vois que tout le monde a répondu. Hop, nickel. Merci beaucoup d'avoir répondu. Et on se tient au courant alors. Encore merci beaucoup. Et je vous souhaite une très bonne continuation de la semaine. Merci. Au revoir tout le À monde. bientôt. Au revoir. Au revoir.